ça me paraît assez logique de se dire qu'une boîte comme Colgate-Palmolive qui vend du dentifrice, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir un nouveau dentifrice, peut-être un peu mieux, etc. Bon, ça va peut-être booster, ils vont peut-être se mettre un peu se développer dans les pays émergents, tu vois, mais ça va pas être un game changer, tu vois. Mais il y a aussi des small caps qui sont de qualité, tu vois. Genre small cap, ça veut pas dire forcément start-up, comme on disait tout à l'heure. Il y a des entreprises, comme par exemple, là, je viens d'investir sur Technoglass, qui fait beaucoup de croissance. Et c'est une petite entreprise, mais qui est déjà profitable depuis très longtemps. Je veux dire, un DCA, faut toujours se dire, si tu fais un DCA sur 10 ans sur Total, tu sous-performes clairement le marché. Chers investisseurs, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Comment ça va, Clem? La Team Rocket. Ça va. Comme pour nous, on enchaîne, hein, donc comme la semaine dernière, nickel. On va repartir sur un sujet focus bourse. La semaine dernière, c'était mon sujet. On avait parlé des ETF d'Amundi qui ont changé d'indice de référence, etc., etc. Cette semaine, c'est ton sujet. Donc, qu'est-ce que tu m'as préparé? Ouais, tu sais, j'ai sorti une vidéo YouTube un peu qui a fait débat. Enfin, j'ai senti qu'il y avait un peu de résistance. Tu sais, on en avait déjà discuté sur le podcast. C'est un sujet compliqué, ces histoires de dividendes. Et même moi, tu vois, j'ai changé un peu au fur et à mesure du temps, ma stratégie évoluait. Je dirais qu'il y a 3 grandes périodes. Tu vois, ça fait 7 ans que j'investis en bourse maintenant. Les 3 premières années, j'achetais du haut rendement. Donc, j'étais le mec, je me disais, bon, je veux des revenus passifs, donc je vais acheter des actions qui versent les plus gros dividendes. Ensuite, j'ai eu une période où je me suis dit, non, en fait, les 3 années suivantes, donc les 3 premières années, 2017, 2018, 2019, c'était en mode j'achète les actions à plus haut rendement. Je prends juste un classement de celles qui versent les plus gros dividendes et j'achète celle-ci, quoi. Ensuite, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand même, il y a des méga coupures. En fait, c'est pas des boîtes qui sont ouf, etc. Et tu sous-performes vraiment le marché. Donc après, je me suis dit, OK, est-ce que je peux avoir une performance similaire au marché, mais juste avec plus de dividendes, des dividendes qui sont sécurisés, croissants, etc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai amélioré ma stratégie. Donc, ça, c'est 2020, 2021, 2022. Et à partir de 2023, il y a eu cette refonte de la méthode Trident avec la version 2.0 qu'on a lancée à partir du coup de janvier 2023, qui est se concentrer sur les actions qui sont vraiment le top qualité. Donc, ne pas accepter. J'avais déjà un système dans l'ancienne, tu te souviens, dans l'ancienne méthode Trident où finalement, si l'entreprise était de moins bonne qualité, on allait mettre un peu moins de munitions, mais on continuait quand même Ouais. d'investir dedans. Là, je me suis dit non, Roman, focus, concentre-toi vraiment sur les actions de top qualité. Et du coup, on en a parlé. Le souci, c'est qu'évidemment, ça baisse ton rendement dividende, mais globalement, ça améliore la qualité de ton portefeuille. Tu as beaucoup plus de rendement. Et si tu prends en compte, même pour quelqu'un, c'est ce dont on avait parlé au niveau des calculs, et j'ai sorti un calculateur que vous pouvez aller checker par rapport à cette vidéo, où on montrait qu'en fait, si tu prends bien en compte les ventes, tu vas t'y retrouver en fait avec les actions vertes, peu importe ton âge. Dès que tu as un horizon de temps, un minimum d'horizon de temps, alors évidemment, tu peux prendre une année, tu vois, tu peux commencer ta stratégie action verte l'année 2022, qui serait la pire année, mais bon, tu peux commencer aussi en 2023 et commencer super, tu vois. Donc évidemment, tu vas avoir un peu de variation des résultats sur le moment auquel tu investis, mais je pense qu'assez rapidement, sur 5-6 ans, c'est tellement des boîtes en fait qui se développent que je vois pas trop de possibilités. En tout cas, dans celles que j'ai sélectionnées, tu vois, que sur un horizon de 5 ans, il n'y ait pas une appréciation du prix, ou alors ça voudrait dire qu'on s'est vraiment trompé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un souci. Et donc, je pense que tout le monde a à peu près un horizon de 5 ans. Même le mec qui a 60 balais ou 70 balais, je me dis, il n'investit pas en bourse non plus pour retirer l'argent dans un an. Sinon, dans ce cas-là, en effet, tu n'as rien à faire en bourse. Donc, je pense toujours garder l'aspect long terme. Et ouais, le gros avantage, c'est que tu as des entreprises qui sont un petit peu plus sécurisées, selon moi. Même si tu as un plus petit dividende, si tu prends en compte le fait de la vente, tu peux, voilà, si tu veux 4% par exemple de rendement chaque année, tu peux tout à fait prendre 1% en dividende et vendre 4% de tes actions. Logiquement, elles se seront appréciées à nouveau en moyenne de peut-être 10-12%. Donc, si tu vends 4% et que tu as pris 12% de gain, c'est pas plus mal que ça. Maintenant, en commentaire YouTube, j'ai eu un petit retour, tu vois, et je l'ai noté ici. Je sens qu'il y a les gens sont plutôt d'accord avec moi sur l'aspect. Il ne faut pas acheter les entreprises rouges, tu vois, qui ont des fondamentaux vraiment mauvais parce qu'en effet, ton dividende, il n'est pas sécure. Mais il y a quand même un peu cet aspect encore. Est-ce que les actions bleues, donc tu vois, action bleue, c'est Johnson Johnson, Coca-Cola, vraiment les actions, quand on pense action à dividende, on pense tout de suite à celle-ci, quoi. Ouais. Est-ce qu'elles ne sont pas mieux pour certaines raisons, tu vois. Et là, il y a un mec, tu vois, je vais lire son commentaire, il disait au niveau psychologique, en cas de grosse tempête sur les marchés, il est très difficile pour les investisseurs de rester en position sur les actions distribuant de petits dividendes alors que le cours de l'action s'effondre. Sur les actions dites à dividendes, le dividende est souvent un parachute à la baisse du titre et le dividende en tant que revenu passif aide l'investisseur à ne pas sombrer dans le désespoir pour ensuite vendre au pire moment. Donc en effet, il y a vraiment un aspect psychologique sur les dividendes qui peut rentrer en compte, et le fait d'en avoir des plus petits, je sais pas ce que tu en penses toi, Clem. Est-ce que ça peut jouer sur ton mental, ou est-ce que tu vas plutôt regarder les fondamentaux? Je pense que ça dépend des connaissances de chaque personne et des connaissances et des compétences. Parce que le cheminement que tu as eu toi sur les 7 ans où tu investis en bourse,
Beh, tu vois, tu as fait un peu le cheminement que beaucoup de personnes ont, j'ai l'impression. Pour le coup, j'ai regardé, beaucoup de vidéos YouTube depuis que j'ai démarré. J'ai, regardé un paquet de commentaires et on a souvent ces 3 catégories de personnes, genre, ceux qui veulent beaucoup de dividendes, vraiment, et qui veulent que du yield et qui ont des portefeuilles entre 6 et 8 de rendement, mais en fait, c'est ça leur but et ils se rendent compte la plupart du temps que, ça se passe pas comme prévu. Ensuite, tu as les investisseurs à dividendes qui vont avoir, souvent des portefeuilles très diversifiés sur, 25-30 valeurs presque, enfin, on va dire entre 20 et 25 avec des actions dites bleues, du coup Coca-Cola, genre presque on dirait presque que c'est des choix par défaut, parce qu'en fait, on sait que ces boîtes-là, c'est solide et ça va durer dans le temps. Même si la performance boursière sera pas excellente, il y aura des dividendes, ça va continuer de marcher correctement. J'ai l'impression qu'il y a ce deuxième groupe de personnes et quand tu commences quand tu commences à creuser un peu plus, bah, tu te rends compte que ce qui compte vraiment, c'est pas le dividende, c'est, la qualité de la boîte et l'appréciation globale et en tout cas la performance globale, donc plus-value plus dividende et j'ai l'impression que nous, on est en train, de switcher dans cette catégorie-là, de personnes qui étaient avant nous et de personnes qui seront après nous, mais que les gens qui sont après nous et qui ont pas encore compris que c'est peut-être le facteur le plus important à prendre en compte, en tout cas que la performance, c'est, plus-value plus dividende, beh, c'est il y a je pense qu'il y a beaucoup de mal à transférer ça et pour répondre à la question de la psychologie, je pense aussi que, c'est justement le fait d'avoir ce recul et ces connaissances qui nous permettent aujourd'hui d'être un peu plus serein par rapport à le fait d'avoir pas trop de dividendes. Parce qu'on est conscient qu'au final, c'est pas les dividendes qui comptent, c'est plus les fondamentaux de la boîte et peu importe ce qui se passe au niveau macroéconomique ou économique dans sa globalité, la boîte va continuer sa croissance. Alors que quand on comprend pas tout, beh, peut-être qu'on se raccroche plus aux dividendes. Je sais pas. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut avoir un logiciel. Moi, je recommanderais beaucoup aux gens Facegraph parce que c'est pas très cher et je trouve que c'est un des meilleurs logiciels pour voir d'un seul coup d'œil les fondamentaux par rapport au prix. Et je pense que c'est hyper important d'avoir un espèce de suivi comme ça quand tu fais du stock picking, de te dire, OK, ma boîte, elle a perdu 20% cette année. Est-ce que les fondamentaux ont baissé de 20%? Parce que, en effet, si tu regardes que le prix, ton dividende, il va pas baisser de 20% d'une année sur l'autre. Donc, si tu regardes que le dividende, en effet, tu peux ignorer un peu le prix et te dire, bon, bah, tant que mon dividende est en croissance, tout va bien. Le problème, c'est que Coca, par exemple, bah, ils peuvent en effet augmenter leur dividende de 5%, mais ça se trouve, leurs fondamentaux ont baissé de 10%, tu vois. Donc, en fait, c'est pas ouf. Et tu sais que les futures augmentations de dividendes seront de plus en plus faibles. Et donc, tu commences avec un dividende assez intéressant, mais sur le long terme, malheureusement, et tu vois, c'est très intéressant cette évolution. Donc, je suis content de l'avoir fait. Et je pense que beaucoup de gens ont cette évolution-là. C'est-à-dire qu'au début, ce qui nous attire, c'est se dire, ah bah, je veux le plus gros rendement. Ensuite, on commence à se dire, ah ouais, en fait, le rendement, c'est pas tout. Il faut quand même de la sécurité, de la croissance de notre dividende. Et enfin, à mon avis, la dernière étape, c'est se dire, je veux en fait investir. Alors, certains nous disent, oui, mais ça, c'est parce que vous êtes jeune. Mais je mettrai l'argument que même quelqu'un qui est plus âgé, en fait, à nouveau, tu t'investis toujours sur 5-10 ans, tu vois. Et donc, la question à se poser quand tu dis, je préfère acheter du Coca que acheter Apple, par exemple, moi, en fait, je pense qu'un truc qui a été mal compris par les gens, c'est que quand je parle d'actions vertes à croissance, je ne suis pas en train de parler de start-up. Je ne suis pas en train de parler de boîtes spéculatives. Ça fait 3 ans qu'elles génèrent de l'argent, où il n'y a pas de bénéfices encore, ou alors elles ont quelques bénéfices, mais c'est hyper cyclique. Quand je parle d'actions vertes, je parle d'Apple, Microsoft, je parle des boîtes. Ça fait 20-30 ans qu'elles sont dans le game. Ça fait 20-30 ans qu'elles ont des bénéfices en augmentation. Elles ont des énormes douves. Et tu vois, est-ce que on pourrait même se demander, est-ce que Apple n'est pas le nouveau Coca? Tu vois, est-ce que aujourd'hui les gens ne sont pas plus addicts à leur iPhone Oui, que Coca. qu'à Coca-Cola? Et donc, quand tu me dis, bah, je préfère investir dans Coca parce que pour moi, il y a plus d'historique, j'ai envie de te dire, Apple, il y a quand même un énorme historique. Et certes, on est sur un secteur un peu plus technologique, donc il y a toujours des risques un peu plus importants de disruption, tu vois. Mais tu pourrais dire, Coca, c'est pareil. Et Aujourd'hui, tu vois des influenceurs qui lancent, je ne sais pas si tu as vu, tu sais, les influenceurs américains qui lancent leurs boissons et ça ouais, cartonne Prime là. avec, ouais, Jake Paul et tout. Ouais, et donc franchement, moi je trouve que ça remet vachement en cause la thèse des géants de la food, parce que quand tu vois aujourd'hui la puissance que peut avoir un YouTuber pour lancer sa marque, et aujourd'hui le Prime il est dans tous les trucs, hein. Les barres de MrBeast, là, tu sais, il a lancé des barres de chocolat. Mmh. Ben, tu vois, tu te dis, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une boîte comme Hershey, tu sais, qui vend le, ou il y a quoi, ou Mondelez par exemple, qui vend des Ouais. chocolats. On se dit, bon, bah, tout le monde, les gens continueront d'acheter des cochonneries, des trucs comme ça marchera bien. Mais tu te rends compte que ça peut être challengé aussi. Et en fait, la question, moi, qui est simple, c'est que je me dis, voilà, sur un horizon de 5 ans, est-ce que tu penses vraiment que Coca va se développer plus rapidement qu'Apple? Après, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un autre problème qui est en jeu
et c'est la catégorisation par secteur. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas dire que, une entreprise comme Apple, c'est que de la tech ou une entreprise comme Microsoft, c'est que de la tech. En vrai, c'est pas vrai, c'est tellement utilisé, c'est tellement mainstream aujourd'hui que, tu peux pas c'est pas une entreprise technologique, c'est une entreprise de technologie, de consommation et de consommation discrétionnaire, mais presque, consommation obligatoire en même temps. Enfin, catégoriser les boîtes dans des secteurs comme ça très précis, certes, ça permet une répartition et du coup d'avoir quand même un standard, mais enfin, j'ai un peu du mal enfin, aujourd'hui, on va dire que la tech est risquée parce que, du coup, les entreprises technologiques, les startups et cetera, les petites boîtes qui font pas beaucoup de profit sont hyper dépendantes des taux directeurs et dès que ça monte, ils sont dans la mouise parce qu'ils n'arrivent plus à emprunter et ils n'arrivent plus à se développer. Ça, c'est un peu le cliché des boîtes de la tech. Mais Ouais. aujourd'hui, Apple, Microsoft et tout, mais ils ont pas besoin des banques. Enfin, genre, ils ont tellement de cash, tellement de trésor, c'est limite Mi- s'ils Mi- s'endettent parce que c'est pas cher et qu'ils peuvent se le permettre, tu vois? Donc c'est pas du Microsoft, tout les mêmes boîtes de la tech. important c'est ça. C'est-à-dire que les gens disent la tech, voilà, on a l'image du Nasdaq, tu vois, qui va monter, qui va prendre 40%, qui va baisser de 30%. Je pense que de plus en plus, on assiste à une transformation qui fait que ces boîtes-là sont en train de devenir des standards et elles sont extrêmement solides. Microsoft a une notation financière de triple A. Le gouvernement américain ou le gouvernement français ont des notations financières plus faibles que ça. C'est-à-dire que concrètement, les gens se disent il y a plus de chances que Microsoft me rembourse les gens qui prêtent de l'argent se disent il y a plus de chances que Microsoft me rembourse mon argent que le gouvernement américain ou le gouvernement français. Donc, on peut pas, tu vois, moi, je me dis, je comprends pas l'argument de dire je me sens plus safe avec un Coca-Cola ou un Johnson Johnson qu'avec un Microsoft. Pour moi, l'argument, il tient pas parce que Microsoft a moins de dettes. Ils ont 100 milliards en cash sur leur compte. Ils ont des contrats sur 10 ans avec le gouvernement américain, avec énormément de boîtes différentes. Et en plus de ça, ils ont plus de croissance. Donc, à nouveau, je pense qu'on a trop cette tendance à se dire si la boîte elle fait plus de croissance, elle est plus risquée, tu vois. Alors que Ouais. ça veut rien dire. En fait, la croissance, c'est juste lié au secteur dans lequel la boîte évolue. Et ça me paraît assez logique de se dire qu'une boîte comme Colgate Palmolive qui vend du dentifrice, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sortir un nouveau dentifrice, peut-être un peu mieux, etc. Bon, ça va peut-être booster. Ils vont peut-être se mettre un peu se développer dans les pays émergents, tu vois. Mais ça va pas être un game changer, tu vois. Microsoft, ils peuvent littéralement sortir une extension IA et faire x2 sur leurs revenus parce que c'est ce que qu'on disait dans le dernier podcast, ils vont proposer une extension à toutes leurs boîtes et il y a plein de boîtes qui vont signer pour avoir un truc en plus. Donc c'est Ouais. juste que le levier pour moi dans ces entreprises-là qui gèrent de la data, il est beaucoup plus important que des boîtes qui font de la food. Donc je comprends qu'il faut quand même aller sélectionner en effet différents secteurs et réfléchir toujours aux douves, etc. Mais il faut faire attention avec ce truc de risque parce que pour moi, voilà, un Apple à Microsoft, c'est pas des paris risqués sur 10 ans. Et à nouveau, je pense qu'on est à 90% de chances que ces boîtes, elles fassent mieux que des boîtes, tu vois, type consommation courante, etc. Et même, franchement, c'est toujours se poser la question, hein, même si demain il y a une crise, est-ce que vraiment les gens ils vont arrêter d'utiliser leur iPhone? Est-ce que toutes les entreprises vont arrêter de payer les services de Microsoft? En fait, moi, je cherche vraiment des entreprises qui sont centrales au cœur de l'utilisation des clients et se dire le client, en fait, c'est le dernier truc qui va couper. Tu vois, on a investi par exemple dans Intuit, qui est une boîte qui fait de la comptabilité pour les petits business aux États-Unis et de la déclaration de taxes. Et bon, ils ont une position complètement dominante. Et typiquement, je veux dire, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils disent qu'ils ont 85% de renouvellement, je crois, sur leur abonnement, sur du coup l'offre de comptabilité. Et les gens qui renouvellent pas, c'est pas des gens parce qu'ils aiment pas le service, c'est des petits business qui ferment. Donc ça, c'est la compta, typiquement, ton logiciel de compta, c'est le dernier truc que tu coupes dans un Ouais. business. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que tu peux vraiment aller chercher comme ça des entreprises qui sont très présentes et qui, du coup, vont pouvoir passer les crises assez facilement parce qu'elles sont indispensables dans la vie du consommateur. Elles apportent trop de valeur et il n'y a pas suffisamment d'autres alternatives intéressantes pour ces gens-là, quoi. Après, ça challenge aussi toute la théorie du portefeuille équilibré avec les différents secteurs, secteur défensif, secteur offensif et cetera, tu vois? Mais c'est vrai qu'au final, en fait, c'est toujours pareil, j'ai l'impression que quand on est investisseur, parfois on confond, le risque et la volatilité. Parce que ou le risque, genre on va dire, d'un portefeuille et le risque spécifique. On mélange un peu les différents types de risques. Parce qu'aujourd'hui, genre, un portefeuille peut-être enfin, je sais pas, genre, une boîte comme, Colgate, Palmolive, par exemple, sera peut-être, moins volatile que, Ah oui, une boîte, ça bouge pas, s quoi. Enfin, voilà. c'est Mais, donc ça, est-ce qu'au final, mais c'est pas plus risqué? Parce que bah, en c'est fait, le enfin, problème, c'est que ça ton va dans les deux sens. Ça bouge pas forcément beaucoup à la baisse,
Mais ça n'a pas bougé beaucoup. En Voilà, fait, exactement. le Et est-ce gros que souci avec la volatilité, le risque, est-ce que c'est pas justement d'avoir un manque à gagner parce que bien tu sûr. cherches à, minimiser la volatilité via des boîtes qui sont dans la consommation obligatoire et qui sont, avec des bêtas très faibles et du coup, tu as un manque à gagner qui est assez important parce que tu as peur de cette volatilité alors que si tu investis sur le long terme, le vrai risque, c'est pas ça, c'est le fait d'investir sur les mauvaises boîtes et pas de moins bien performer qu'un indice, classique. Sinon Mais en autant fait, aller sur un ETF. tu sais, c'est toujours le rapport rendement-risque. Et en fait, il y a des gars, ils sont en mode, je veux diminuer le risque au maximum. Bah, si tu veux diminuer le risque au maximum, tu vas sur des utilitaires. Donc, il y a carrément zéro risque parce qu'il y a des contrats signés avec le gouvernement. Mais par contre, vu qu'il y a zéro risque, bah, tous les investisseurs le savent, il y a zéro rendement. En fait, la seule chose que tu vas gagner, c'est des bêtas de 0,3, tu vois. La boîte, elle bouge pas. La seule chose que tu vas gagner, c'est son dividende à 2-3%. Le problème, c'est que voilà, à côté de ça, tu as des boîtes qui font beaucoup plus. Donc forcément, oui, quand tu vas acheter un Apple, tu vas peut-être augmenter légèrement le risque, mais toujours, il faut voir le rapport. Et je pense que ton rendement, en fait, même si tu augmentes un tout petit peu ton risque, ton rendement, il peut être complètement décuplé. Et, euh, et Mais comme tu dis, je même, pense. je me projette dans 30 ans, tu vois? En 30 ans, j'aurai 58, genre, j'aurai terminé ma grosse phase de capitalisation, genre, je vais en profiter maintenant. Mais au final, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller sur des boîtes moins rentables pour avoir plus de dividendes et une rente passive? Est-ce que c'est au final parce qu'en fait, la plupart des personnes qui veulent aller sur ce genre de choses, c'est pour avoir une rente. On est d'accord? Genre, c'est pour avoir un revenu passif qui tombe. Donc, est-ce que tu vas avoir moins de rendement? Est-ce que si tu veux et tu acceptes d'avoir moins de rendement, bah, c'est OK, tu vois? Tu te dis: «Bah, je peux aller sur ces boîtes-là parce qu'elles sont, moins volatiles, moins risquées, elles ont un dividende, tranquille». Mais est-ce que c'est pas réfléchir à l'envers, tu vois? Est-ce que c'est pas aller sur, des mauvaises boîtes pour des mauvaises raisons? Je sais pas si je suis Bah, très clair parce que c'est ce que j'ai je un peu disais, bafouillé, c'est-à-dire mais que moi, vraiment, dans tous les stats que j'ai fait, plus tu augmentes le rendement en dividende et plus tu augmentes les risques. Tu te retrouves avec des boîtes de manière générale. Après, les gens vont toujours me dire, ouais, il y a une exception, il y a cette boîte. Tu vois, j'ai parlé dans la dernière vidéo de AbbVie qui a en effet surperformé le marché tout en versant un gros dividende de départ de 4-5%. Où il y a un mec aussi en commentaire qui m'a dit, j'ai acheté du Total, tu vois, en 2020. Donc évidemment, mais Total, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'ai regardé d'ailleurs sur la courbe, ça m'a fait halluciner. Total, en 2007, l'action se vendait 60 euros, elle se vend 60 euros aujourd'hui. Donc, les ouais. gars, je veux dire, un DCA, il faut toujours se dire, si tu fais un DCA sur 10 ans sur Total, tu sous-performes clairement le marché. Voilà, donc il faut être aussi honnête là-dessus. Donc évidemment, il y a des exceptions si tu l'as acheté vraiment sous-coté, etc. Mais après, est-ce que tu as envie de. Tu deviens un peu un trader aussi quand tu fais ça. C'est-à-dire que tu es en Ouais, mode, tu fais du j'essaie de market placer. timing. Voilà, tu fais du market timing et je pense que c'est extrêmement difficile parce que voilà, d'aller se positionner sur des boîtes comme ça, franchement, moi je me souviens que les pétrolières en 2020, il y avait de l'inquiétude quand le baril était à zéro, quand tu savais qu'elles étaient endettées. Le patron Total, il a dit si le baril il reste encore à ce prix-là, on va devoir couper le dividende. Clairement, les gens qui ont mis de l'argent dessus, bah, c'est bien, ils ont eu confiance et ça a payé, mais ça aurait pu être, l'histoire aurait pu se dérouler autrement aussi, tu vois, je pense. Donc, Ouais, je trouve que c'est c'est une c'est des philosophie très cas, des différente. exceptions. Et en fait, les actions vertes, ce qui est bien avec les actions vertes, c'est que tu es tranquille parce que tu te dis, euh, si c'est une compounder machine, tu vois, si c'est vraiment une machine à effet composé, la boîte, potentiellement dans 5-10 ans, elle aura fait peut-être un x2, un x3, un x4. Et donc, en fait, quand tu fais x3, x4, tu t'en fous de vendre 10% de la boîte, enfin, tu vois, de vendre une petite partie de tes actions parce que tu as tellement gagné, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tu es beaucoup plus serein avec ces boîtes qui ont vraiment tout pour elles, qui sont parfaites, euh, qu'avec une boîte où tu vas dire, OK, j'ai du rendement, mais en fait, elle est dans un secteur en déclin, tu vois, un peu où il va pas se passer grand chose, quoi. Et est-ce que tu penses que sur les large caps qui sont sélectionnés dans la méthode Trident, elles peuvent justement faire x2, x3, x4? Parce que, enfin, moi, je pense que oui, sur le très long terme, mais je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui vont investir sur les small caps qui prennent comme argument que, vu que ce sont des boîtes plus petites, elles ont plus de possibilités de faire des multiples. Ce qui, en théorie, est vrai, tu vois? Mais c'est aussi par contre, tu peux pas dire que les large caps ne peuvent pas faire des multiples, parce qu'il y a d'autres paramètres. Pour le coup, la macroéconomie, peut, rentrer en jeu ici. À partir du moment où, moi, je réfléchis un peu, tu vois? J'essaie de dézoomer un peu, mais quand tu regardes la masse monétaire, globale au niveau, mondial, ça fait que grossir. Donc cet argent, il va bien quelque part, tu vois? Donc les capitalisations. J'ai fait une comparaison. Attends, je vais te ressortir vite fait ça parce que c'était assez ouf. J'ai fait une comparaison entre le S&P 500 en 1990 et le S&P 500 aujourd'hui. Et donc, au niveau des capitalisations, c'est vraiment abusé. Genre, attends, faut que je te le Juste retrouve. Clément, j'en profite en attendant que tu cherches le truc.
Ouais. moi, je me souviens toujours que quand Apple a atteint le trillion de dollars, les gens ont dit: «Oh, c'est n'importe quoi, la boîte, elle est valorisée à 1 trillion», tu vois? Tout le monde a dit: «C'est n'importe quoi» et tout. Aujourd'hui, elle en vaut 3. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, aujourd'hui, on se dit: «Quelqu'un qui est millionnaire, putain, il a beaucoup d'argent». Peut-être que nos enfants, ils se diront: «Un millionnaire, ça c'est nul». Parce qu'en fait, bah, la masse monétaire aura augmenté et en fait, les De capitalisations ouf. seront plus du tout les mêmes. Donc Je pense qu'il y a le ces problème avec paramètres, les small caps, on va creuser les small caps parce que je sais que c'est en plus, toi, tu as décidé d'investir un peu plus dans des boîtes comme ça qui sont un peu plus jeunes. Moi, j'ai l'impression qu'avec les small caps, justement, j'ai l'impression que le rendement augmente. Donc, par rapport à une action verte, tu vois, typiquement par rapport à genre une boîte comme Mastercard et tout. J'ai l'impression que le rendement, en effet, les possibilités de rendement augmentent. Donc, potentiellement, tu vas pas faire 12% par an, mais tu vas peut-être pouvoir faire 20, 30% par an. Mais j'ai l'impression aussi que ton risque augmente. Et c'est ça qui me gêne, tu vois. C'est-à-dire que moi, je cherche c'est toujours à nouveau à augmenter le rendement, mais sans augmenter le risque. Et ça, je sais que c'est hyper compliqué à le comprendre. Et c'est vraiment en étudiant des portefeuilles de grands investisseurs que j'ai compris ça. C'est qu'en fait, tu peux augmenter ton rendement et prendre moins de risques. Ce qui paraît complètement contre-intuitif, contraire à tout ce qu'on t'a appris. Mais en fait, c'est possible parce que à nouveau, tu te positionnes sur des boîtes qui ont vraiment tout pour elles et qui ont très, très peu de chances de faire faillite et qui sont dans un espèce de vent positif. C'est là qu'on parle des méga tendances, on parle de la digitalisation, on a parlé de l'IA dans la dernière vidéo. Forcément, des boîtes qui vont bénéficier de ces tendances-là, elles vont pouvoir avoir une meilleure croissance que les boîtes qui sont dans des secteurs plus classiques, qui demandent plus d'investissement en capital. mais, Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, pour le coup, je vais me positionner sur quelques small caps, genre vraiment très léger. Je pense que ça va représenter peut-être 10-15% du portefeuille action, donc des 70% de mon portefeuille, stock picking. Donc ça reste une petite allocation. Parce que en gros, moi, je pars du principe et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que c'est la qualité qui prime et aujourd'hui, j'ai une réflexion de me dire: «Certes, la qualité sur les large caps, genre, elle est là, mais il y a aussi des small caps qui sont de qualité», tu vois? Genre small cap, ça veut pas dire forcément, start-up comme on disait tout à l'heure. Il y a des mmh, entreprises comme par exemple, là, je viens d'investir sur, Tecnoglass qui, fait, beaucoup de croissance et c'est une petite entreprise, mais qui est déjà profitable depuis très longtemps. Genre, ils gagnent de l'argent, c'est pas du pari, tu vois? Elles ont déjà un historique et cetera et juste par rapport du coup à ce que je disais tout à l'heure, genre en 1990, c'était ExxonMobil qui était la plus grande capitalisation du S&P 500 pour 62 milliards de dollars. Aujourd'hui, début 2023, c'était Apple à 2 067 milliards et ils sont montés jusqu'à 3 000 et quelques. Là, c'était, au 1er janvier 2023. Donc en 30 ans, genre, je pourrais pas faire de division de tête, mais en gros, la plus grosse capitalisation du S&P 500, elle a fait fois, je sais et en vrai, tu prends toutes les boîtes du S&P 500, tu regardes la capitalisation totale du S&P en 1990 et aujourd'hui, on a dû faire, putain, mais on a dû faire fois 30, fois 40 peut-être. ouais. Donc Ouais. forcément les après, il y a aussi tous les facteurs d'inflation à prendre en compte et cetera qui font que, certes, il y a plus d'argent, mais il y a pas forcément plus de pouvoir d'achat et cetera, mais c'est quand même ouf et du coup, Mais bah, les large après, caps vont pouvoir toujours, progresser. moi, je pense qu'elles pourront toujours progresser, toujours avoir des bons résultats. Il y en a toujours qui disent oui, les marchés américains. En fait, c'est beaucoup. Moi, j'entends beaucoup les arguments de dire bon, il y a, tu vois, plusieurs arguments qu'on va nous mettre. Le premier, c'est les ETF qui vont dire oui, mais regarde, la top action en 2000, c'était IBM et aujourd'hui, IBM, c'est plus rien. Tu vois. Donc, en effet, tu as toujours des actions qui vont être dominantes à un moment et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner et toujours suivre la douve, hein, parce qu'une douve, elle peut s'écraser. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une domination plus importante qu'à l'époque, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'en 90, il y avait encore justement la tech n'était pas aussi dominante. Tu vois, même quand tu compares les premiers smartphones à ce qu'a aujourd'hui Apple aujourd'hui, c'est plus juste un vendeur de smartphones, c'est tout un écosystème qui est autour. Tu vois, je vais m'acheter là une montre connectée. Je me pose même pas la question, je vais directement prendre l'Apple Watch. Pourquoi? Parce que c'est connecté à tout le reste. Tu vois. Et je me dis, ça par exemple, c'est hyper puissant. Et ça, tu Ouais, de l'avais pas avant ailleurs. Tu vois. Donc, c'est vraiment, chaque boîte est particulière. Il faut bien comprendre ce qui en fait un avantage. Et je pense que même si elle va pas forcément battre son record sur la prochaine année, sur un horizon de 10 ans, ça va généralement bien se passer, quoi. 100 d'accord et du coup, ouais, Et tu voulais parler donc, des small caps un peu? ouais, je vais parler de ça. Je réfléchissais juste aux différents contre-arguments. Donc, ouais, il y a l'aspect vraiment, les gens vont dire oui, les vainqueurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les vainqueurs de demain. Mais généralement, c'est ce qu'on disait, c'est que généralement, quand tu vois une entreprise qui fait que gagner pendant très longtemps et qui continue de prendre des parts de marché, il faut bien suivre l'évolution. Mais généralement, bah, il vaut mieux investir dans une boîte qui a toujours gagné plutôt que faire le pari. Tu sais, il y a des gens comme ça qui aiment bien
parier sur un retournement en TA, cette boîte, elle est elle est Ouais. dans la merde, mais là, demain, tu vas voir, elle va faire un truc et ça va tout changer. C'est quand même très difficile. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'investir dans des boîtes qui gagnent et qui vont continuer de gagner. Donc, de ne pas chercher les prochaines boîtes qui vont gagner, mais investir déjà dans des boîtes qui gagnent et qui vont probablement juste continuer de faire ce qu'elles font, plutôt que d'aller chercher les futurs gagnants, tu vois, qui n'ont pas forcément encore gagné quoi, aujourd'hui. Mais, il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement ça, hein, qui cherchent, les retournements, qui cherchent, à faire beaucoup de performances sur très peu de temps. Et C'est un tu vois, coup. pour le coup, ça, c'est ma vision aussi des small caps, c'est que genre, je m'en fous un peu de ça. J'ai pas envie, je vais pas aller sur des petites capitalisations. En fait, peu importe la taille de l'entreprise, je vais pas aller sur une entreprise pour faire un coup sur le court terme. Ça m'intéresse pas trop, tu vois? Moi, l'objectif, c'est vraiment d'investir sur une boîte, parce que j'y crois, parce que, j'ai compris le business, parce que, elle a des fondamentaux de ouf, et cetera, et cetera. Et peut-être que sur une small caps, beh, forcément, il y aura peut-être plus de croissance et ça va s'envoler peut-être plus vite, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Moi, vraiment, l'objectif de mon portefeuille, c'est d'avoir, 100 qualité, quoi. Et tous les trimestres et toutes les années, réévaluer le portefeuille, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de passer à beaucoup moins d'entreprises. Donc mon objectif, c'est plutôt autour de 15. Là, je suis à 21, donc j'ai déjà bien réduit, mais je suis à 21 boîtes et il m'en manque encore quelques-unes à vendre. J'ai d'ailleurs une petite liste, je pense que j'ai les prochaines qui vont sauter, et mon objectif, c'est d'en avoir 15 pour les suivre parfaitement, tu vois? Je Ouais. veux tous les trimestres mettre mon nez dedans, et tu sais, même si au final tous les trimestres, ça sert pas à grand chose au niveau des chiffres parce qu'il y a pas des choses extraordinaires qui s'y passent, le fait de revoir un peu les rapports trimestriels, annuels, tout le temps, bah, tu connais de mieux en mieux, tu vois? Tu connais les petits Tu connais détails que tu avais pas vu la première les petits fois, et détails, cetera. les thématiques. Ouais, Non, mais c'est et sûr. c'est exactement ce que je t'avais dit, tu sais, quand j'étais en PACES, que j'avais un apprentissage par, répétition. Et je me dis: «Si tous les trimestres, je mets mon nez dans le rapport et que je regarde, bah, si je fais ça pendant, 5, 6, 7 trimestres, bah, en fait, à la fin, la boîte, je vais la connaître, mais sur le bout des doigts». Ouais, et tu seras beaucoup plus confiant et c'est grâce à ça De que tu fou. vas pouvoir réduire ton nombre d'actions. Mais en vrai, moi, je vous invite à regarder. Moi, j'ai beaucoup étudié en fait les investisseurs qui ont surperformé le marché parce que ce que je cherche à faire, c'est d'obtenir cette surperformance d'environ 2% par an par rapport au S&P. Et ce qui m'a vachement convaincu, c'est de voir que beaucoup d'investisseurs orientés qualité, un peu les gens qui ont suivi Warren Buffett et tout, bah, ils sont arrivés à faire ça. Et généralement, quand tu as un site qui s'appelle Dataroma, je ne sais pas si tu connais, Ouais, tu as plusieurs sites qui proposent ça, mais Dataroma est vraiment top là-dessus. Tu cliques et tu peux voir littéralement, parce qu'ils sont obligés aux États-Unis, c'est le 13F filing, ils sont obligés chaque trimestre de déclarer les actions qu'ils ont. Donc c'est un truc de fou. Tu peux littéralement voir exactement ce qu'il y a dans leur portefeuille. C'est des portefeuilles de super investisseurs qui pèsent des milliards. Et alors, tous ne sont pas bons à prendre parce qu'en vrai, il y a des super investisseurs qui gèrent des milliards et qui ont des performances mauvaises. Mais il y en a certains qui sont très très bons et qui ont vraiment surperformé le marché. C'est sur eux qu'il faut se concentrer. Et généralement, tu vois, un phénomène que tu vas beaucoup voir, c'est que ceux qui surperforment le marché, généralement, ils ont très peu d'actions ou alors ils ont une concentration très importante dans leur top position. Et du coup, il y a pas de secret, quoi. Quand tu vois que c'est ça qu'ils font, tu te dis OK. Et généralement, ils ont un style d'investissement. Tu vois, ils vont avoir un style de société généralement très ouais. qualitative, qui ont de grosses barrières à l'entrée. Et c'est parce qu'elles sont vraiment 2 à 3 fois mieux que le reste du marché que ces boîtes-là, en fait, continuent de surperformer année après année, quoi. Et est-ce que tu penses que le plus dur, au final, c'est pas de suivre les entreprises et de prendre une décision de vente? Parce que parfois, les fondamentaux peuvent se dégrader, tu vois? Genre, imaginons un rapport annuel avec, les fondamentaux qui se dégradent sur une année, ça te met la puce à l'oreille, mais tu vas pas forcément vendre, tu vois? Et Bah, il y a ouais, peut-être des insiders un peu, genre des institutionnels qui ont un peu plus d'infos, qui vont commencer à vendre, et vu qu'il y a quand même une grosse partie des très grosses boîtes qui sont détenues par, des initiés et des institutionnels, je vais y arriver, ça peut, potentiellement dégrader la performance de la boîte, et toi, tu pourrais prendre la décision de vendre un peu trop tard, tu vois? alors, le truc, c'est que moi, je trouve que justement, à nouveau, quand tu sélectionnes des entreprises de très bonne qualité, il y a très peu de chances qu'il y ait des choses qui se passent mal. Enfin, tu vois, c'est à nouveau, moi, je cherche des boîtes où il y a 90% de chances. Donc, une fois que j'ai fait une analyse de plus de 50 heures de tous les paramètres, que j'ai imaginé tous les scénarios, voilà, je me dis, OK, franchement, il y a des scénarios où c'est possible que la boîte, elle coule, mais il y a 90% de chances où je la vois grandir tranquillement sur les prochaines années. Donc après, tu as juste à vérifier que cette thèse elle est toujours valable. Et je pense qu'il faut faire attention avec les bruits de court terme. En effet, il y a tel initié qui a vendu une petite partie de ses actions. Tiens, tu vois, Apple en ce moment, ils parlent du ban en Chine, par exemple. Ils disent que Apple va être banni en Chine. En fait, non, c'est le gouvernement chinois qui a banni, tu vois, l'information est déformée. Quand tu creuses un peu les infos, tu te rends compte que les gens cherchent un peu des excuses, enfin, tu vois, font des raccourcis, etc. En fait, c'est le gouvernement chinois qui a interdit, du coup, tous les gens qui travaillent au gouvernement d'avoir des iPhones.
Parce que, voilà. Mais en fait, aux États-Unis, ils font pareil, ils interdisent à tous les gens qui Ouais. travaillent au gouvernement américain d'avoir TikTok ou des choses comme ça, tu vois. Parce qu'ils se disent, ça se trouve, il y aura de l'espionnage, etc. Donc, c'est vrai que les tensions entre la Chine peuvent créer des challenges par rapport à une boîte. Mais il faut vraiment faire la différence entre les petits problèmes court terme où tu vas dire, ah ben non, machin, et la vision long terme. Et donc, c'est toujours se dire, est-ce que ce problème-là, ça va foutre la boîte en l'air ou est-ce que ça va juste handicaper l'action sur la prochaine année, tu vois. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a 90% des gens, ce qui les intéresse, c'est la prochaine année, en fait, tu vois. Et s'ils Ouais, ouais. savent, enfin, s'ils pensent que Apple va baisser sur la prochaine année à cause de cette raison-là, bah, il y a plein de gens qui vont vendre. Et moi, je pense que c'est une énorme bêtise, tu vois. Parce que, Mais à nouveau, tu vends, mais tu vends sur des raisons court terme, tu auras peut-être raison. Est-ce que tu vas te repositionner au bon moment ensuite quand ça va remonter? Parce que, tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire du DCA et de juste avoir un système. Nous, dans la méthode Trident, on a un système où on regarde quand même les prix, on essaie de payer un prix qui est en dessous des fondamentaux. Quand l'action s'envole, comme un peu en ce moment, on se calme un petit peu sur les achats, mais ne pas commencer à se dire je veux anticiper ce qui va se passer sur la prochaine année pour essayer de vendre et revenir, parce que ça, c'est à nouveau, tu rentres dans du market timing et généralement, ces boîtes-là, c'est pas trop elles chutent. c'est pas trop ma question ça. En gros, genre, tout ce qui est bruit court terme et tout ça, en soi, faut pas l'écouter et ça, 100 d'accord. C'est plus, le jour où tu décèles, un petit problème au niveau des fondamentaux. Imaginons aujourd'hui, je sais pas moi, Intuit, dont on a parlé tout à l'heure, ça se passe très bien. Dans 5 ans, tu vois, il y a un truc qui déconne, tu vois? Genre, les marges baissent, la croissance, va pas bien, genre un logiciel, a fait une mise à jour et les utilisateurs sont pas contents, ils ont tendance plutôt à se barrer. Genre, Ouais. tu vois, ce genre de vrais problèmes, mais tu vois, c'est des vrais problèmes qui sont, qui vont impacter l'entreprise et tout la délicatesse de la décision, c'est de savoir si ça va impacter l'entreprise sur le court terme ou sur le long terme et c'est ça, tu vois, au final, je me dis parce que la théorie est, dans le meilleur des mondes, tu achètes une boîte, elle fait de la croissance pendant, 50 ans, tu la gardes 50 ans, mais on sait tous les 2 que c'est pas le cas, tu vois? Genre, il y aura forcément des aléas qui vont arriver et qui nous feront prendre des décisions. Mais c'est à quel moment, tu vois, tu te dis: «Putain là, je vais peut-être vendre», tu vois? Bah, c'est ce que tu as dit en fait. Les trucs que tu as dit, c'est typiquement des choses qui pourraient m'inquiéter, tu vois. Baisse d'utilisation de logiciels, perte de part de marché. Je pense que c'est intéressant à ce moment-là de consulter justement quelles sont les boîtes qui étaient au top de leur jeu et qui se sont fait bouffer. Je sais pas, des BlackBerry, des IBM, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Manque d'innovation, perte de clients importants. Et je pense que c'est des choses, heureusement, la chance, c'est que c'est des boîtes qui sont tellement grosses et tellement solides qu'elles ne vont pas partir à zéro du jour au lendemain, tu vois. Ok, peut-être l'action va y avoir une inquiétude, elle va baisser de 10%. Donc, du coup, je pense que tu as quand même le temps de réfléchir et je pense que je laisserai plusieurs trimestres pour prendre ma décision. Toujours en me disant, OK, donc ça a baissé, mais est-ce que le reste, machin. Je pense que c'est là que ça peut aider aussi d'être un client ou être assez proche de clients, etc. Continuer de surveiller les parts de marché, etc. Utiliser des logiciels pour surveiller ça de près. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je sois déçu sur plusieurs trimestres d'affilée pour me barrer, tu vois. Et en même Ouais. temps, comme tu dis, c'est un équilibre. C'est-à-dire, si tu attends trop, tu vois, bah, ça risque d'être de pire en pire et tu peux t'accrocher. Il faut faire attention parce qu'on a aussi on s'accroche aux entreprises auxquelles on investit et on peut toujours leur trouver des oui, bon, il y a ça, mais en fait, machin. Ben, tu vois, si Disney, typiquement, tu es sur Disney, ok, ils ont coupé leurs dividendes, mais bon, ils ont un super service de streaming. Ah, en fait, le service de streaming, il n'est pas profitable. Ah, en fait, tu vois, au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher à une boîte et il faut apprendre à passer à autre chose. Typiquement, Disney, c'est une histoire où je pense qu'ils s'en sortiront sûrement à terme, mais tu vois, c'est une boîte où ça va mettre Il 4 faut ans pour qu'ils retournent ouais, ouais. au chiffre C'est un qu'ils peu ont en le biais 2019. du c'est le biais du statu quo, quoi. Genre, tu es en mode, en attente et on voit. Mais le problème, c'est Et t'attends, qu'être en en fait, attente, c'est c'est mauvais, hein. ça. Ce qui me mettrait la puce à l'oreille, c'est, tu vois, j'aurais une boîte où je serais sans arrêt en train de me dire, ah, j'espère que ça va aller mieux ce semestre-là, tu vois. Et généralement, c'est pas bon signe quand tu Ouais, t'inquiètes comme ça, parce que c'est comme tout, hein. C'est comme quand tu as une bonne relation avec quelqu'un, tu te poses pas sans arrêt la question, j'espère qu'il va être gentil avec moi quand je vais le voir aujourd'hui. Si sans arrêt tu es en train de te dire, j'espère que ça va bien se passer, ça devrait te mettre la puce à l'oreille, c'est peut-être pas la bonne entreprise pour toi, tu t'inquiètes un peu trop de ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais après, ça dépend des profils. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi de nature très worries, tu vois. Et il y a des gens, je pense qu'il suffit qu'il y ait une news, comme là avec Apple et la Chine, il suffit qu'ils entendent ça et ils vendent leur action, tu vois. Donc je pense qu'à nouveau, c'est un vrai équilibre à trouver entre, tu vois, ça fait plusieurs semestres d'affilée que je vois des mauvaises news et pour moi, ça va pas dans le bon sens et ça remet vraiment en cause ma thèse long terme. Ou alors, est-ce que c'est juste du bruit court terme et dans ce cas-là, il n'y a rien besoin de faire, quoi. et ouais, bah,
Je suis d'accord. Après, Et enfin, en fait, là, c'est toujours pareil. Je trouve qu'en théorie, c'est facile à analyser, mais je pense qu'en pratique, c'est vachement dur. Parce que, c'est dur de déceler le petit truc, qui va te mettre la puce à l'oreille de ça va pas, de regarder parce que tu sais, on peut vite tomber dans le: «Bon, ça va aller», tu vois? «Bon, c'est rien, c'est passager» et alors que et en fait, tu sais pas et je pense que c'est dur. Je pense que c'est plus pour moi, depuis le début, depuis que je me suis lancé sur les actions, j'ai toujours dit: «C'est plus dur de mmh, vendre que d'acheter». Parce que vendre, non, tu peux bien sûr, mais vendre, c'est tu hyper peux dur. ouais, je pense que c'est bien plus Et difficile. tu as des grands investisseurs, qui ont fait des graves erreurs. Je pense par exemple à, comment il s'appelait, celui qui a le Perch Square Capital là, qui est un gros investisseur, et ben, lui typiquement, il a acheté Netflix. Quand Netflix, tu sais, s'est écroulé une première fois, Ouais, il avait un peu une thèse et tout et ils ont reposté en fait c'est Bill Ackman, et ils ont reposté un trimestre en baisse. L'action a reperdu 30% et là, il a vendu, tu vois? Et grave erreur, l'action a remonté, énormément et ça me fait une transition, toute portée d'ailleurs sur ce que je voulais te dire par rapport au j'ai une théorie sur les âges. Tu vas me dire un peu ce que tu en penses, et pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur les actions rouges. On va essayer de les classifier ensemble. Pour moi, typiquement, Netflix, c'est ce que j'appelle, une entreprise, faut pas que je me trompe, adolescente. Donc, je vais, expliquer. Pour moi, il y a 4 ou 5 stades, tu vois? Il y a l'enfance. Donc pour moi, l'enfance, c'est une boîte start-up, tu vois? C'est-à-dire, il y a pas de bénéfices, il y a que des ventes et l'idée, c'est on réinvestit tout, on vit avec l'argent, en fait, de nos investisseurs et on espère un jour, bah, suffisamment dominer notre marché pour pouvoir, tu vois, commencer à générer du bénéfice en augmentation. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment pas se méfier de ces boîtes-là parce que généralement, il y a plein de boîtes, on le voit avec des Uber et cetera, qui des fois n'arrivent jamais à tourner à enfin, tu vois, ça fait 10 ans que ouais. tu aurais investi Uber à l'IPO, tu n'aurais toujours pas gagné d'argent. Ça fait 10 ans qu'ils diluent les actionnaires existants. Ils ont cramé des milliards et pour l'instant, ils ne sont toujours pas profitables. Donc, moi, je me dis, à quoi bon acheter ces actions-là si le prix, enfin, tu vois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes, elles font un IPO et to the moon, tu vois. Il y a malheureusement beaucoup de boîtes, ça ne bouge pas pendant 10 ans durant l'IPO parce qu'elles ne sont pas capables de devenir profitables, quoi. Donc, ça, c'est l'enfance. Deuxième stade, pour moi, c'est l'adolescence. Donc là, on est sur des boîtes, à mon avis, un peu small cap. Enfin, c'est pas forcément lié d'ailleurs à la taille de l'entreprise, mais on est sur des boîtes où ça y est, les profits sont là. Donc on Ouais. commence à avoir des profits, mais on n'a pas de dividendes. On n'a pas de dividendes. Pourquoi? Parce que les profits sont encore un peu jeunes, ça fait pas suffisamment longtemps. Et la boîte, elle se dit, j'ai trop d'opportunités de réinvestissement de ouf. Donc, j'ai pas envie de verser un dividende. J'ai envie de me concentrer sur justement repayer les dettes peut-être que j'ai eues quand j'étais à l'époque de startup et surtout réinvestir dans ma croissance. Donc, à ce stade-là, tu peux citer différentes Ce boîtes qui et je pense que Netflix est est là-dedans. ouais, ce qui peut être smart, hein, en soi. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Bah, donc, je mettrai Netflix, je mettrai Amazon, je mettrai même Google, même si, tu vois, il y a différents niveaux d'ancienneté. Typiquement, Netflix est beaucoup plus jeune, ça fait que 3-4 ans qu'il commence vraiment à être profitable, alors que Amazon est profitable depuis plus longtemps. Ou même Google. Google, c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'est un adolescent qui est presque adulte. Mais tu as encore un niveau dessus pour moi, Apple, Microsoft, tu vois. Là, ou Mastercard, on est vraiment dans l'adulte. C'est-à-dire, c'est des boîtes, non seulement ça fait longtemps évidemment qu'elles sont là, mais il y a un dividende en croissance, en augmentation. Les profits sont beaucoup plus stables et surtout, il y a moins de dépenses. Tu vois, Google, c'est encore beaucoup, beaucoup de dépenses et beaucoup de budget qui est cramé un peu n'importe comment. On a beaucoup mis le doigt là-dessus. Tu vois, moi, ça m'a Et un peu. Amazon, On était positionné n'en sur du parlons pas. méta, des choses comme ça. Les dépenses en capex, malheureusement, de ces boîtes-là, tout d'un coup, ça leur pique. Ils disent, oh, on va faire ça. Et c'est des milliards qui sont cramés. Il y a énormément de stock options aussi, rémunèrent extrêmement bien leurs employés. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une gestion un peu ado. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je Ouais, trouve que ouais. c'est pas mal le concept d'ado, c'est-à-dire que c'est une gestion un peu, tu sais, quand tu es ado et que tu reçois ton argent de poche et que tu vas tout claquer avec tes potes, tu vois, parce que tu as une super idée. Alors que l'adulte, je pense qu'il est la boîte adulte, elle est plus raisonnable. C'est-à-dire, c'est plus, OK, on a un dividende, donc on va verser notre dividende. OK, on va rallouer un peu de capital. Ça veut pas dire qu'on va pas faire de la croissance, tu vois. Mais juste, on va être plus stable, on va être plus solide sur nos appuis. Et c'est là pour moi que le risque il diminue. Et pour autant, le rendement peut être encore très intéressant. Et donc dernier stade, après l'âge adulte, évidemment, tu commences à avoir, on va dire le jeune Le retraité. pré-retraité. Ouais. Ouais, donc pour moi, le jeune retraité, c'est du Coca, c'est des boîtes, tu vois, qui sont encore solides, qui font encore des bénéfices. C'est juste que c'est plus comme c'était avant, quoi. C'est-à-dire, on n'est plus voilà, on n'est plus à 10% de croissance, on est plutôt à 4-5% de croissance. Et du coup, tu es solide, mais tu sens que c'est pas, je dirais pas que c'est en déclin, mais c'est un peu genre, voilà, machin. C'est un peu stable. Donc, ça te verse un dividende généralement de 2-3%.
c'est des boîtes où tu vas avoir à peu près la performance du S&P 500, tu vois, mais pas vraiment plus. Potentiellement, tu vas sous-performer même un petit peu. Donc, dedans, je mettrais les pharma, Johnson Johnson, enfin toutes les boîtes un peu connues à dividendes. Et enfin, tu as le retraité, mais qui commence à rentrer à la maison de retraite, qui va à l'EHPAD. Et là, pour moi, le Total, les entreprises de tabac, qui sont vraiment dans des secteurs en déclin, fort niveau d'endettement. Donc, c'est ce que j'appelle les actions rouges. Tu vois. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tu as des gens qui vont faire dans le sens inverse, tu vois, qui vont commencer avec les startups, qui vont prendre des coups de chaud. Du coup, après, ils vont aller sur Google et puis peut-être après, ils vont aller sur Apple. Et nous, on l'a fait dans le sens inverse. On a commencé, enfin en tout cas moi, je ne sais pas toi de ton côté, mais moi j'ai commencé avec les entreprises hyper rouges. J'ai commencé en EHPAD, je l'ai fait en mode Benjamin Burton, tu vois, j'ai commencé vieux et Ouais. ensuite je me suis rapproché d'un âge qui me convient mieux, quoi. Tu vois. Mais non, moi, ça va. Mais moi, je suis un peu comme d'hab, hein, je suis un peu la Suisse, moi. Genre, je vais pas dans les extrêmes. Genre, j'ai jamais trop touché au rouge et j'ai jamais trop touché aux startups et tout ça, tu vois. Même les cryptos, genre, j'ai investi un tout petit peu, mais c'est vraiment pas mon délire. Donc, non, non, moi, j'ai plus été sur les ados, les adultes et les pré-retraités. Mais ouais, dans la majorité, quand même, la majorité de mon capital a toujours été plus sur, on va dire, ados et adultes. On va dire ça. Ouais. Mais oui, Mais je après, il y pense a que des boîtes, c'est clair, je te rejoins de ouf, hein. Genre, quand tu regardes Amazon, Amazon, c'est une boîte qui était ultra profitable. En 2022, ils ont pété un plomb et genre, ils ont fait des dépenses en investissement de dingo. Le CapEx, il a explosé et ils ont réussi à faire une année rouge, quoi. Genre, ils ont réussi à perdre de l'argent en 2022. Alors que Amazon, ils brassent un fric, mais c'est insane. C'est juste que t'arrêtes, enfin, c'est exactement ce que tu dis. Ils ont des fois des gestions, ils prennent des décisions en mode l'argent, en fait, l'argent est facile, il est gratuit, donc on flambe, tu vois. Et ça, c'est moyen. Et d'ailleurs, d'ailleurs, sur mon portefeuille, je suis en train de réfléchir à virer Amazon parce que ça me plaît pas trop, tu vois, cette gestion. Tu sais, alors je vais peut-être partager l'écran du coup parce que là j'ai le face graph d'Amazon, donc ça peut être, je me dis ça peut être intéressant de l'avoir Vas-y, comme ouais. ça. Présenter, partager l'écran. Je pense que c'est mieux en effet de parler avec des chiffres. Est-ce que les amis vous le voyez? On le voit Clément là? Ça arrive, ça charge, c'est bon. Donc ouais, là on est sur le free cash flow. Moi ce que j'aime bien faire en fait quand je suis sur face graph, c'est même virer le prix au début pour vraiment regarder juste les fondamentaux, tu vois. Et tu vois que il y a du profit, mais en 2012 ça prend quand même à moins 84, moins 81% sur ce qu'ils gardent en trésor. Donc tu vois que c'est quand même une boîte qui réinvestit énormément en termes de capex. Et là en effet on commençait, tu vois, à avoir une belle tendance 2020, 2019, 2020. Et là, ouais, 2021, 2022, tu fais, pouah, c'est chaud. Alors là, ils sont quand même un peu, enfin, ils sont toujours dans le négatif et pour 2023, ils espèrent 2,75. Donc, je pense que c'est une boîte qui peut vraiment récupérer et qui a vraiment des atouts hyper intéressants sur notamment tout ce qui va être cloud. Ils sont extrêmement bien positionnés. Mmh mh. Tout ce qui est aussi, ce qui est très sous-coté chez Amazon, c'est la publicité. Ils font énormément d'argent en publicité et tu te dis c'est de la publicité hyper ciblée quoi parce qu'en fait le mec qui fait sa publicité pour son produit Amazon en fait les gens aujourd'hui je sais plus quelles sont les stats mais je crois qu'il y a 80% des gens quand ils veulent acheter un produit physique au lieu de taper sur Google ils le tapent directement sur Amazon donc en fait c'est de la publicité tu vois sur Google tu peux taper sac à dos ça veut pas dire que tu veux forcément acheter un sac à dos si tu tapes sac à dos sur Amazon clairement c'est que tu vas en acheter un tu vois donc des pubs qui sont extrêmement rentables pour les annonceurs et du coup je pense que ça fait partie des choses très intéressantes sur Amazon mais ils ont aussi tout l'e-commerce toute l'infrastructure qui peut être assez compliquée et donc, il y a un peu un pari sur est-ce qu'ils arriveront à rester profitables. Quoi. Et on voit d'ailleurs au niveau du prix, tu vois, que les investisseurs les ont vraiment, tu vois, justement, là c'était Sanctionné, ouais. en 2020-2021, grosse spéculation, et puis ils les ont punis le fait de ne pas arriver à retourner à la profitabilité. Et là, on voit que l'action est en train de repartir parce que justement la profitabilité commence à revenir. Quoi. Mmh mh. Et ouais, et si on compare ça, je sais pas, un MSFT, c'est vrai que on est sur quelque chose qui est beaucoup plus stable. On a énormément de revenus à abonnement. On peut placer son dividende et voir en fait qu'il distribue quand même des dividendes qui sont encore très faibles. Tu vois, ils sont à 33% du bénéfice en dividende. Donc, moi, c'est ça. J'ai une tendance à préférer les adultes parce que j'ai cette sensation que c'est plus stable et on est moins, tu sais, on enlève les années, tu sais, un peu de spéculation, de galère où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va aller voir Netflix pour justement compléter ça. Euh, mais voilà, Netflix, c'est pareil, tu vois, on a beaucoup d'années de free cash flow où ça perd de l'argent. Là, on commence à en avoir une positive, on retourne dans le négatif. C'est compliqué, en fait. Je pense que ça te fait poser beaucoup de questions. Tu dis toujours, est-ce que faut que je reste dessus parce que l'année prochaine, tu sais, tu dis toujours l'année prochaine, ça va repartir. Mais potentiellement, l'année prochaine, ça repart pas, quoi. Si on prend Ouais. Disney, je pense que Netflix a dû quand même bien, bien remonter parce que là, justement, ils vont Ouais, poster une tu année l'écart là record en entre termes le de. prix et
L'écart Ouais. entre le prix et les free cash flow générés, c'est assez ouf. C'est vrai que tu dis aussi la bourse, c'est un peu n'importe quoi des fois, genre, niveau la psychologie, joue énormément. Parce qu'en fait, là, c'est juste là, pour le coup, c'est de la spéculation. Tant que l'entreprise ne fait pas de bénéfices, croissants et réguliers, c'est vraiment de la spéculation. C'est du pari de Netflix va faire de la croissance et du bénéfice plus tard et C'est ça. c'est Et chaud quand même. c'est bah, en fait, tu peux l'anticiper. Après, moi, je comprends les gens, franchement, je comprends un peu et parfois, je suis un peu tenté. Pour l'instant, je me suis mis cette limite de ne pas investir, tu vois, dans des actions, justement, heu, ado parce que je me suis dit: «Non, je veux des boîtes, stables». Tu sais, ça me force un peu à avoir cette limite. Mais des fois, je suis intéressé par des boîtes comme Netflix parce que je pense que pour beaucoup de gens, on se rend compte que Netflix a quand même une position dominante et on se dit: «Ah, je vois pas trop» et c'est comme Amazon, tu vois? Tu te dis: «Mais est-ce que tu vois vraiment Amazon disparaître?» Donc du coup, tu te dis: «Vas-y, go». Mais en fait, le souci, c'est que, bah, à nouveau, tant que la profitabilité est pas là et les jours, le jour où l'entreprise annonce: «Ah, en fait, on a un petit souci sur la profitabilité», voilà ce qui se passe. Ton action, Ouais. elle perd 80. Donc c'est aussi les entreprises, je pense, les ados, un des défauts, c'est qu'il faut être, très, très fort mentalement et je pense que tu te prends beaucoup de peur. Beaucoup moins que les adultes parce que c'est des boîtes qui sont justement à nouveau la profitabilité est beaucoup plus prouvée depuis longtemps grâce aux dividendes et cetera, c'est très stable. Les ados, tu as intérêt à avoir le cœur accroché parce que quand tu prends un moins 80, moins, ouais, je sais pas exactement. Alors, on va cliquer pour voir combien tu prends. Ouais, moins 80%. Quand tu prends un moins 80% sur ton Ouais, action, ça fait mal, hein. ça fait mal, hein. Et franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient gardé l'action. Et même des grands investisseurs, hein, je te parlais de Bill Ackman, bah voilà, il l'a acheté ici, il l'a revendu là. Donc en fait, lui, il Ouais, a ouais, pris un moins 40%, pareil, tu vois, ou cadeau, ouais, un quoi. moins 53. Donc compliqué. Et tu Ouais, vois, en fait et je trouve aussi que les décisions sur ces entreprises-là sont encore plus dures que sur les entreprises qui, ont, des historiques de croissance et de bénéfices réguliers. Parce que là, genre, si tu achètes, par exemple, là où tu disais, à la moitié de la descente là, à la moitié de la chute, il achète ouais, là. Genre, si, tu repères 30 là-dessus, si tu as des fondamentaux derrière qui sont, bons et qui te disent: «Là, c'est n'importe quoi», tu peux prendre une décision rationnelle basée sur des chiffres en disant: «C'est une exagération de marché, je vais, renforcer» parce que c'est un peu n'importe quoi, tu vois? Tu peux prendre une décision comme ça quand tu as des chiffres, des vraiment quelque chose de palpable. Quand tu as une boîte qui fait, ce genre de choses-là, beh, tu sais pas vraiment si les fondamentaux derrière, ils vont repartir, comme il faut, donc ta décision, elle est ouais. encore plus difficile à prendre. Et puis tu sais, c'est le fameux, ça c'est l'erreur que font beaucoup de débutants. Tu te dis: «Ah la boîte», tu vois, typiquement sur un Netflix, tu te dis: «Waouh, la boîte elle a perdu, là tu vois, elle a perdu 40. Tu te dis: «Elle peut pas descendre plus bas». Tu sais, et en fait Ouais, non, faut ouais, faire cette phrase, attention, c'est elle pas parce m'énerve qu'une boîte aussi. perd 40 qu'elle peut pas reperdre 40, tu vois? Donc typiquement, faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, le problème quand tu as pas de free cash flow, c'est qu'à nouveau tu peux pas faire, tu vois? Là typiquement, normalement, moi j'utilise toujours un multiple de free cash flow pour te dire, voilà, mais là le multiple il veut rien dire puisque l'action a perdu de l'argent, donc tu peux pas calculer ton multiple. Et tu peux pas trop anticiper, savoir exactement s'ils vont être capables de tourner, de devenir profitables, tu vois. Il y a des grosses questions sur le streaming. Est-ce que le streaming est profitable? Et typiquement, Netflix commence à s'en sortir bien et à être un petit peu mieux. Mais on le voit aujourd'hui, tu sais, il y a des grèves au niveau des acteurs, donc du coup, qui rendent plus compliqué Ouais. comment dire, le fait d'émettre du contenu. Et tu vois que ben, je pense que typiquement, c'est YouTube et tout qui vont en bénéficier parce que s'il y a plus d'acteurs, bah, les gens, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur les plateformes, ils vont aller sur TikTok, plutôt que d'aller sur Netflix. Parce qu'à un moment, ton service de streaming, si tu n'as plus rien de nouveau dessus, ça va pas t'intéresser, tu vois. Et typiquement, Disney, voilà l'exemple typique d'un business qui essaie de faire une conversion, de passer d'un truc de parc très rentable et des chaînes télé à faire du streaming. Et ben, on voit que le free cash flow, tu vois, Ouais, c'est c'est un truc de chaud, hein. fou, hein. 2018, quand est-ce qu'ils retourneront au chiffre de 2018? Pour l'instant, les analystes, même en 2025, ils pensent que Disney ne retournera pas encore à ce qu'ils avaient en 2018. Donc, évidemment, coupure de dividendes, etc. Donc, Mais c'est là c'est que c'est compliqué. délicat, tu vois, par rapport à la vente dont je te parlais tout à l'heure. C'est, là, ça a été quand même assez brutal pour, Disney. Le retournement, il s'est fait en quasiment un an, quoi. Donc, Ouais. derrière le tu peux afficher si tu affiches le prix, genre, je pense que tu as une chute violente. Ah, même pas, pas tant que ça. Ouais, en fait, ça s'est fait un peu bizarrement. C'est-à-dire que c'est vraiment le Covid, en fait, qui a fait la baisse. Je pense que ça a été quand même Ouais, enregistré en 2019 qu'ils ont vraiment eu une baisse. Moi, je sais que j'avais fait une vidéo, une des premières vidéos, j'avais dit: «Bah, Disney, je pense que c'est quand même une action intéressante». Donc j'avais, qu'à moitié raison. J'ai eu raison, pendant les 3 prochains mois, puis ensuite ça s'est réécroulé. En fait, je pense que j'ai surestimé. Et c'est une action que j'ai vendue d'ailleurs, assez haut, donc j'ai eu de la chance là-dessus. Mais je pense que j'ai surestimé le pouvoir des licences. Tu vois, je me disais, bah, quand même, ils ont Marvel, ils ont des licences, voilà. Mais en fait, ça suffit pas d'avoir des licences. Tu vois, d'ailleurs, on voit que les Marvel, typiquement, aujourd'hui, ça s'essouffle un peu. Ils ont plus de mal tu vois, ouais, de à ouf. tirer du jus de ça. Et donc, je pense que c'est pas forcément la licence, c'est plutôt à nouveau la plateforme de distribution. Et je pense que c'est très dangereux de se placer sur un business comme ça qui est en pleine transition
parce que le streaming pourra peut-être apporter des choses, mais tu vois, va peut-être falloir attendre 5 ans pour que la boîte, elle arrive à trouver un nouveau business model qui fonctionne. Donc, elle est un peu obligée de s'adapter. Et je pense que le danger avec Disney, c'était d'acheter une boîte qui finalement fonctionnait sur un modèle de chaîne télé. Quand tu creuses un peu, c'était beaucoup de Et chaînes télé vieillissant, ouais. vieillissant et il allait falloir s'adapter et que l'adaptation serait compliquée, surtout face à bah, tu vois, Netflix, ils ont pas cette ancienneté, ils n'ont pas tout ce poids à porter de gérer des chaînes télé, de gérer des parcs d'attractions, ce genre de choses. Et du coup, voilà, les parcs d'attractions, moi, je pense que c'est intéressant, mais limite, il faudrait avoir que les parcs d'attractions, tu vois. Là, le problème d'avoir à gérer les chaînes télé et tout, franchement, c'est compliqué et Après, ça fait pareil, partie pour des. les parcs d'attractions, et cetera, tu as quand même des dépenses, des des grosses dépenses pour maintenir tes Ouais, actifs, quoi. Genre, ouais, grosses c'est dépenses. pas un truc qui coûte pas cher, hein, entretenir les parcs, ça Non, coûte des millions, voire des milliards, je pense. c'est vrai. C'est vrai que c'est en termes de CAPEX, ça rentrerait pas dans mes critères. Par contre, ce que je trouve intéressant avec les parcs d'attractions, c'est que c'est un peu unique. C'est-à-dire que Disney, tu vas Oui, à Disney, et tu vas pas vraiment un ailleurs. Tu vois, il y a branding, que un ouais, branding ultra fort. je pense que c'est Faut peser hyper le pour et le difficile, en contre. fait. Ouais, c'est hyper difficile pour une douve, comme Douve, tu vois, là, il y a qu'un seul Disney et ils peuvent augmenter leur prix. On sait qu'ils ont du pricing power sur les parcs et cetera. Le problème ici, c'est qu'en fait, tout l'argent qu'ils dégagent des parcs, ils vont le claquer dans le service de streaming, tu vois? Ouais. Donc, ouais, vraiment tu vois, des histoires compliquées comme ça, putain, en fait, la boîte, elle est en train de changer. En fait, tu vois, je pense que ce genre de boîte, quand tu vois que la thèse n'est plus simple, à nouveau, il faut que la thèse soit extrêmement simple, je pense, tu vois? Il faut te dire: «OK, tout se passe bien jusqu'à présent et tout devrait continuer de se passer». Si tu commences à dire, en fait, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il y a trop de il faut, tu vois? Compliqué. Et du Ouais, coup, danger, quoi. Heu, de ouf. c'est quoi, quand même, la boîte typiquement là que tu nous as dit, Technoglass, du coup, tu l'écris Ouais, comment? Technoglass, C'est quoi le ticker? TGLS. TGLS. On va aller checker ça. Toujours intéressant, de regarder un peu et tu vois, typiquement, C'est récent, hein? heu, c'est jeune. Tu vois? Moi, c'est plus Mmh ça mh. qui me mais c'est vrai que, ça donne vraiment envie, hein. Quand tu vois les prévisions des analystes, on parle de 90% de croissance, en Ouais, c'est ça, 2024 sur ils ont fait 95 l'année dernière. Ils ont fait x2 quasiment. Ce qui est assez ouais, ouf, sur et là, tu le regardes le prix, ils ont annoncé du coup un peu moins de croissance, et le prix, là, tu vois, il y a une petite chute. Donc moi, j'ai acheté en bas de la chute parce que le ouais, prix, était revenu à des prix assez intéressants, et je l'ai checké depuis quelque temps, et je voulais pas l'acheter, trop cher, toujours pareil, pour avoir une valorisation correcte. Mais en fait, c'est toujours pareil, le bruit court terme a fait que cette entreprise-là a pris quasiment moins 30 en très peu de temps, parce que la croissance estimée future est un peu moins élevée que prévu. Mais elle est quand même encore extrêmement élevée par rapport à la majorité des boîtes, tu vois? Genre, on ouais. parle de croissance, vraiment, là, tu vois, c'est quand même sacrément élevé, et ça a été sanctionné, et du coup, bah, je me suis placé dessus parce que, je trouvais que c'était un peu exagéré, quoi. Et Ouais mais et oui, tu c'est tu le vois? début d'une boîte, en fait. C'est pour ça que je veux pas avoir une grosse partie de mon portefeuille Ouais, là-dessus, parce que c'est des boîtes, plus pas forcément plus spéculatives, parce que c'est des boîtes qui font déjà de la croissance et de l'argent. Par contre, elles ont un historique beaucoup moins élevé, et donc c'est compliqué enfin, d'avoir, autant d'argumentaire et de recul sur des boîtes comme, par exemple, Mastercard, que tu vas afficher maintenant. Tu vois, ouais, là, en c'est fait, 10, ça c'est 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 typiquement moi, ce que j'aime bien aussi, c'est voir un peu ce qui s'est passé tu vois, sur une crise comme 2008. On voit que Mastercard avait quand même pris un peu cher en 2008, mais tu vois un peu en fait, plus tu as un temps d'horizon long et plus tu peux comme ça voir un peu ce qui s'est passé dans l'historique de la boîte et est-ce qu'elle s'en est sortie malgré tout ça. Donc j'avoue que moi, ça me plaît de ne pas me dire, ça fait que 3 ans parce que je pense qu'il y a des boîtes, à nouveau qui peuvent grandir pendant 3 ans et puis ensuite, complètement s'écrouler. bien Donc j'avoue, sûr. j'aime bien avoir, cet historique un peu plus important, quoi. Après, c'est pour ça que je ne mettrai pas une grosse partie de mon portefeuille dessus. Je sais que 85 de mon stock picking, ce sera sur ce genre de boîte-là, et je vais aller ensuite sélectionner quelques entreprises, où j'aurai une thèse, on en parlait la dernière fois, mais où j'aurai une thèse de, cette entreprise va, dans le monde futur, bien s'en sortir. En l'occurrence, Technoglass, c'est une boîte qui fait, du coup des, tu sais, enfin, ils ont développé de quoi faire des buildings en verre. Ce qu'on voit énormément, ce qui se construit énormément, genre One World à New York, à Dubaï, il y en a partout, et quand on regarde un petit peu la situation dans le monde entier, il y a énormément de buildings qui se construisent comme ça aujourd'hui, et ils sont quand même leaders au niveau, États-Unis. Ils ont, des marges abusées par rapport à la concurrence. Enfin, quand tu regardes la concurrence et toutes les entreprises qui font ça, ils sont meilleurs partout. Ils ont une meilleure rentabilité, plus de marge,
plus de croissance, une meilleure technologie. Genre, ils ont un dividende, ils sont plus mesurés aussi dans leurs décisions. Ils font pas n'importe quoi en mode dans une petite entreprise et tout. Donc, Et tu as c'est pas assez peur de la solide. cyclicité? Parce que moi, j'avoue que un des critères que j'aime bien, c'est la prédictibilité. Tu vois, tu achètes ton building, j'ai l'impression que c'est quand même tu pas peur que ça soit un gros contrat à un moment, on a signé un gros contrat parce que là, il y a une construction. Mais est-ce que tu Bah, as cette espèce de revenu récurrent? ils ont plein de petits contrats aussi avec, pas mal de petits porteurs, hein, c'est pas que des gros enfin, ils ont pas que des gros contrats avec des gros clients. OK, Donc OK. c'est quand même Parce un que, peu plus diversifié et là, ce qui aussi me plaît pas mal, c'est que malgré le contexte, des taux directeurs qui ont augmenté et le secteur immobilier qui bat un peu de l'aile au niveau des ventes et tout, c'est quand même une boîte qui va opérer dans ce secteur-là. C'est une boîte industrielle, mais qui va opérer dans le secteur immobilier via la construction et quand tu regardes leurs résultats, ils sont pas impactés du tout, tu vois? Genre au contraire. ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que pour moi, la construction, tu vois, je l'associe tout de suite à un secteur cyclique parce que je me dis, on sait très bien qu'il y a des booms à un moment, tout le monde veut construire Ah mais et puis après, les taux montent, plus personne veut construire. Donc, c'est intéressant de voir qu'eux, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu malgré un secteur comme ça qui est de nature cyclique. Peut-être parce qu'ils sont justement plus jeunes et qu'ils ont vraiment, une technologie que peut-être d'autres n'ont pas. C'est intéressant de et voir ils qu'il peut sont assez toujours y avoir. focus aussi, tu vois? Ils sont pas éparpillés, ils se sont pas diversifiés géographiquement dans tous les sens et en faisant n'importe quoi. Ils ont pas, développé leur gamme de produits en faisant, pareil, des choses qui marchent à moitié. Ils ont vraiment, enfin, ils prennent des décisions sensées, tu vois? Donc, OK. c'est, une analyse qu'il faut que j'ai commencé à investir parce que j'ai profité de la chute pour le prix et pour valider, un point d'entrée. J'ai pas complètement construit ma position encore dessus, donc c'est une analyse que je vais continuer de faire. Mais ouais, c'est assez intéressant. Mais, c'est sûr que c'est peut-être plus cyclique, plus volatile, c'est clairement le cas. Parce que tu vois, des fois, il y a des jours où ça fait -4, -5 et d'autres jours où ça Ouais. fait +7, tu vois? La boîte, elle est à, un peu moins de 2 milliards de capitalisation, je crois, ou entre 1 et 1,5. Attends, si je vérifie, voyons. Ouais, donc ça bouge pas Ça bouge mal beaucoup, ouais, ça et bouge beaucoup. ils vendent pas un truc du genre, tu sais comment on appelle ça là? Ah, De leur plus l'entretien? 73 Parce que milliards. ça, je me dis, c'est un truc facile pour faire tu sais, tu vends le building et après tu vends l'entretien du building. Ça peut être intéressant pour avoir l'aspect revenu récurrent. J'avoue que moi, je veux que des boîtes, je me dis: «Il faut Ouais, des boîtes où». écoute, je sais pas, faudrait que je regarde plus précisément s'ils font aussi de Ouais. l'entretien. Mais attends. Toc, 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 Parce que toc. typiquement, je pense aux ascenseurs. J'avais regardé un moment les ascenseurs, tu sais, les Otis et cetera. C'est pas un duopole, mais je crois qu'ils sont 4-5. Tu as Kron, tu voilà, le c'est marrant comme la bourse, ça t'emmène sur des secteurs des fois spécifiques. Les Ouais, c'est ascenseurs rigolo. et du coup, l'ascenseur, c'est intéressant parce que ça coûte cher un peu installé, tu sais, c'est quand même un peu industriel et tout. Par contre, derrière, tu as des contrats quand même de maintenance et de renouvellement, qui sont assez intéressants, tu vois? Et il y a pas beaucoup, en fait, de boîtes qui sont capables de faire des bons ascenseurs et généralement, c'est le genre de truc où tu vas passer avec une boîte reconnue parce qu'il y a une question de sécurité aussi, tu vois? Donc, sur Ouais. la construction, ça m'a fait penser à ça, quoi. Mais, tu vois, là, je regardais du coup bon, ils sont vraiment sur 90 de fenêtres et de systèmes au niveau de l'architecture et ils font aussi des composants pour, les fenêtres et framing, je sais pas ce que c'est, faudrait que je le traduise mais par contre, au niveau des rentabilités par rapport aux concurrents, c'est abusé. Genre au niveau du ROCE, ils sont à 57. Genre c'est assez élevé, quoi. Genre même dans la construction, marge brute 52, marge opérationnelle 36, marge nette 24. On parle Ouais, d'un c'est secteur énorme pour, qui est censé être cyclique, tu vois? Genre, enfin, qui est beaucoup enfin, c'est pas des abonnements, genre, c'est pas un SaaS ou quelque chose comme ça. C'est, il y a des gars derrière avec, des coûts de matériaux et cetera ouais, et c'est surprenant. Mais tu vois, je en fait, pourrais je pourrais peut-être jeter un coup d'œil. ils ont des fondamentaux d'une très grosse boîte, alors que c'est une toute petite boîte. Genre, tu vois, ils ont un ratio, debt to equity de 0,36. C'est très faible pour une petite boîte. Genre, qui devrait enfin, potentiellement avoir plus de dettes pour plus de croissance et cetera. Eux, ils ont, plus de cash que de dettes presque. C'est marrant parce que tu vois, moi, c'est pas du tout un ratio que je regarde, le debt to equity, parce que je trouve que c'est pas, ça Tu me regardes quoi, dérange pas le debt to income? ouais, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le montant total de dette, enfin, c'est plutôt le montant total de dette et surtout le montant des dettes par rapport aux bénéfices. À quelle Donc peut-être rapidité ils peuvent ouais. se rembourser En les combien dettes de temps les et bénéfices peuvent couvrir les dettes, quoi? voilà, c'est ça. En combien de temps elles peuvent se rembourser, mais après que l'entreprise, tu vois, ça soit plus ses fonds propres ou plus, ses dettes en vrai, ouais, c'est pas moi, j'ai l'impression que c'est une erreur. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui refusent des entreprises sur certains critères comme ça très spécifiques de dette.
alors que j'ai l'impression que la vraie question, c'est croissance, profitabilité. Et s'il y a un peu de dette, mais que globalement, c'est bien couvert par la croissance des bénéfices, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Et c'est rare les entreprises, j'en connais quelques-unes, genre tu as des Domino's Pizza, tu vois, et même d'ailleurs, l'action a très bien marché malgré un endettement très fort. Voilà, ça serait juste des Domino's Pizza qui ont genre des dettes to EBITDA à 5. Donc, il leur faudrait 50 free cash flow pour rembourser leur dette. Là, je m'inquiéterais, tu vois. Mais autrement, j'ai l'impression que des fois, il ne faut pas exclure une boîte parce que, comme tu dis, le ratio, ils ont un peu plus de dettes, ils se financent un peu plus avec les dettes qu'avec. Je suis pas sûr que ce soit le plus important. Ouais. Et après aussi beaucoup l'histoire, parce que tu vois, moi, avant, je regardais aussi beaucoup les chiffres. Je trouve que les chiffres donnent beaucoup d'informations, mais tant que tu n'as pas l'histoire, tu peux pas savoir. En fait, typiquement, tu peux te faire tromper par les chiffres parce que tu peux avoir des super chiffres à un moment dans la pharma, tu vois, typiquement, tu dis, oh là là, cette boîte, c'est incroyable les chiffres qu'elle poste et tout. Et en fait, tu creuses l'histoire et tu découvres qu'en fait, elle a un médicament qui est sous brevet, qui a un méga carton, et dans 2 ans, Ouais. la boîte, elle le perd. S'arrête. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, les fondamentaux, ils vont. Tu vois, donc la vraie question, c'est, OK, il y a des bons fondamentaux, mais qu'est-ce qui a fait que ces bons fondamentaux sont là? Et est-ce que dans le futur, ces fondamentaux continueront d'être Ouais. présents, quoi? Est-ce qu'on clôturait Donc, Clem, là-dessus? On fait ouais, on va conclure là-dessus. Il faut que j'aille faire un spike ball. Et ben, d'ailleurs, ça va être mon coup de cœur de la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez le spike ball, excellent sport. Donc, ça ressemble à un avec la petit balle et le trampoline. filet, non? Ouais, c'est Club. ça, qui se Ouais. met et tu tapes avec une balle et ça paraît tout bête. Enfin, franchement, tu te dis, ah ouais, rien de ouf, tu vois. En fait, c'est incroyable. Je trouve que c'est un sport que tu peux emmener partout, tu peux faire super facilement. Je sais pas si ça n'a pas été élu sport de l'année 2021, c'est assez récent quand même comme truc. Les Québécois appellent ça le round net parce que Spikeball, c'est le nom du coup de la marque. Et en fait, je trouve ça incroyable. Ça se joue à 4 et tu as vraiment, surtout à Maurice, là, du coup, on va jouer à la plage. Enfin, Ouais, c'est c'est hyper cool. sympa. À 4, tu as un peu le fait que tu sois en équipe, tu peux te faire des passes, tu peux feinter, tu peux jouer à 360 en fait. Donc, c'est un peu comme pour ceux qui connaissent le squash aussi, où tu as cet aspect un peu où le terrain, et tu Dans les sais pas murs? trop où la balle elle va partir. Et c'est assez, ouais, c'est assez plaisant avec très peu de matériel. Donc, si vous cherchez un petit sport un peu kiffant, Sympathique. je recommande. Ben moi, pareil, on va rester dans le sport. Moi, je me mets au paddle à fond, là. Je ralentis un peu Ah le bah ça, crossfit, je garde le crossfit pour l'aspect, physique et entretien, et même, capacité physique, et je me mets au paddle, un peu plus à fond. Là, je vais démarrer les tournois vendredi prochain. C'est pour ça que d'ailleurs que je pouvais pas tourner le vendredi prochain, et du coup, bah, je vous dirai, hein, si j'ai pris une branlée ou si j'ai gagné. On verra bien. Et ouais, t'as fait combien de matchs? J'ai l'impression que c'est une grosse mode ça. J'ai l'impression que ça a explosé le paddle en France. C'est un truc de fou. c'est en train Parce que d'exploser, ouais, mais là, je jouais pas beaucoup il y a 1 mois, je me suis mis à fond. Genre, parce que je m'étais fait un peu mal au dos, donc je sais que le paddle, ça me faisait pas mal alors que le crossfit, oui, et du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go». J'ai trouvé un pote qui joue bien, et du coup, là, je fais 3-4 matchs par semaine, donc je commence à bien taper quand même, ça va. puis tu as J'ai l'ancienneté un du tennis, du Ouais, de coup, ouf. non? J'ai Ouais. fait très longtemps du tennis, j'avais un bon classement, donc la raquette, ça va, on s'en rappelle, quoi. Le Et poignet, envoie la balle dans la bonne direction. c'est intéressant. Je me suis toujours dit, bah tiens, pourquoi ça marche aussi bien? Tu sais, le C'est paddle, hyper et ludique, c'est hein, intéressant. Hein? et en fait, c'est très ludique, ça va C'est vite, facile à prendre en main? Ouais. c'est facile à prendre en main, tout le monde peut s'amuser si tu joues avec des gens du même niveau, et derrière, enfin, quand tu commences à monter en niveau et que tu joues avec des mecs en face qui jouent, tu peux faire des points, c'est vraiment cool. Enfin, tu t'amuses, quoi. Ouais. Ouais, et puis le fait que ça soit à 4 aussi, peut-être aussi, le fait que ça se tu Ouais, sais, tu as une il rajoute un communication, peu ta genre, parce qu'en fait, c'est individuel, mais pas tant que ça. je me suis fait la réflexion, tous les autres sports, tu sais, tennis, badminton, squash, en fait, c'est 1v1 et c'est Ouais, con, au mais je pense badminton, tu as que 2v2 aussi, je crois. en fait, ça existe, tu peux jouer en double, mais c'est pas tu vois, la majorité Ouais. des gens vont pas jouer au double. Paddle, tu peux pas jouer 1v1 et du coup, le fait d'être obligé d'être avec quelqu'un avec qui tu veux y jouer, je pense que ça renforce, en fait, le sport dans le sens où tu as toujours un pote avec qui tu veux y aller Ouais. et au bout d'un moment, tu bois une bière après le sport et tout, donc je pense que ça peut aussi, je sais pas, le fait d'avoir une équipe comme ça, le fait que ça soit un sport peut-être, Ouais, ça je me soude, fais la ouais, réflexion. c'est cool. Donc je vous dirai si, j'ai gagné mon tournoi. Allez, on vous laisse, chers investisseurs. On se retrouve donc du coup dans 2 semaines. On espère que ce podcast vous a plu et vous aidera à faire un peu vos choix. Vous nous direz en commentaire si vous êtes plutôt team startup, enfants, heu, plutôt les ados, plutôt les adultes ou plutôt les Les entreprises qui vieux. commencent un peu à être à la retraite. On est Yes, très curieux de vos retours. et comme d'hab, Et n'hésitez pas à liker et mettre un petit 5 étoiles si vous écoutez sur les plateformes de podcast. Ça nous aide beaucoup. On vous remercie énormément, et nous, on se retrouve dans 2 semaines, nous, pour tourner d'autres épisodes, mais vous, ce sera la semaine prochaine normalement si tout se passe bien. Donc à très vite tout le monde, hein.
Ouais, à très vite. Vous nous dites si vous avez kiffé le nouveau concept un peu plus focus et si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter. Je pense qu'on en a encore pas mal. Clément, il a découvert un très bon logiciel de tracking. Donc généralement, ça Yes. peut être aussi, une manière d'approfondir un peu les sujets qu'on a aussi traités sur YouTube, mais de manière un peu plus détente et un peu plus en profondeur. Mmh mh. Donc vous nous direz. On a aussi un peu record l'écran. Vous nous direz que si c'est agréable d'avoir un peu des fois des visuels. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent nous écouter sur Spotify, donc potentiellement le visuel, vous l'avez pas forcément. Quoique, je crois qu'on upload la version vidéo. Mais voilà, vous nous direz tout ça et on vous donne rendez-vous la semaine pro. Ciao. Ciao.